Je n'ai jamais imaginé qu'un simple déjeuner de famille puisse me pousser vers une décision qui redessinerait discrètement le reste de ma vie. Je m'appelle Félicia. J'ai un peu plus de 30 ans et, jusqu'à cet après-midi-là, je croyais encore que maintenir la paix valait presque n'importe quel sacrifice personnel. Nous n'étions qu'à la moitié du repas quand mon père l'a enfin dit à voix haute calmement, fermement, comme s'il l'avait répété dans sa tête bien avant que nous nous asseyions. Tu présentes tes excuses à ta sœur, ou tu en acceptes les conséquences financières. Il n'y a pas eu de voix haute, pas de pause dramatique, juste une certitude. J'ai demandé ce que signifiaient les conséquences, même si je le savais déjà. Il a répondu sans hésiter, je serai retiré de la fiducie familiale. Je l'ai regardé, attendant que quelqu'un l'interrompe, pour adoucir les mots ou pour suggérer une autre option. Personne ne l'a fait. J'ai ressenti la pression familière de m'expliquer, de justifier ce qui s'était passé et de défendre ma version de l'histoire. Au lieu de cela, j'ai dit un seul mot, d'accord. Il a résonné plus lourdement que n'importe quel argument que j'aurais pu avancer. Mon père a hoché la tête, satisfait, convaincu que la situation était sous contrôle. Cette nuit-là, j'ai emballé mes vêtements, mes papiers importants et les quelques affaires qui m'appartiennent réellement. Je n'ai pas laissé de notes. Je n'ai pas annoncé ma décision et je n'ai pas attendu de permission. J'ai fermé la porte derrière moi sans regarder en arrière. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné avant que je n'aie fini mon café. La voix de l'avocat de la famille est arrivée, vive et essoufflée. Dites-moi s'il vous plaît que vous n'avez pas déclenché cette clause, a-t-il dit. Parce que si vous l'avez fait, votre père n'a plus le contrôle. Si vous voulez comprendre comment un seul mot a dénoué des années de pression silencieuse, prenez un moment pour vous abonner et partager vos pensées, car cette histoire ne se termine pas là où ma famille l'attendait. Avant que tout ne s'effondre enfin, ma famille avait toujours fonctionné au sein d'une structure qui semblait prévisible, ordonnée et discrètement restrictive. J'ai grandi dans un foyer où le calme importait plus que l'équité, et où éviter les conflits était traité comme une responsabilité morale plutôt que comme un choix. Lorsque des tensions apparaissaient, elles étaient rapidement apaisées parfois si rapidement que le véritable problème n'était jamais abordé. J'ai appris tôt que maintenir les choses agréables exigeait souvent que quelqu'un reste silencieux, et ce quelqu'un, c'était généralement moi. Ma sœur était le centre autour duquel de nombreuses décisions gravitaient discrètement. Lorsque des erreurs se produisaient, des explications étaient proposées en son nom, souvent avant même qu'elle n'ait besoin de les demander. Si ces paroles causaient des frictions, elles étaient recadrées comme des malentendus ou des réactions au stress. J'ai remarqué à quel point l'inquiétude remplaçait rapidement la responsabilité et à quel point les conséquences s'adoucissaient facilement dès que les émotions entraient dans la conversation. Personne n'a jamais appelé cela de la protection, pourtant cela fonctionnait exactement de cette façon. Mon père croyait profondément en l'harmonie, bien que sa version de l'harmonie dépende de la conformité plutôt que de la résolution. Chaque fois qu'un désaccord surgissait, sa réponse suivait un rythme familier. Il me demandait d'être patiente, d'être flexible, de voir à long terme pour le bien de tous les autres. Il présentait le compromis comme une forme de maturité, même lorsqu'il exigeait systématiquement que la même personne s'efface. Avec le temps, ces demandes ont cessé de paraître temporaires pour devenir permanentes. Ma mère soutenait les décisions de mon père avec constance, bien que rarement avec enthousiasme. Elle croyait en l'unité, en la présentation d'un front stable et en la confiance que les choses finiraient par s'équilibrer. Quand je me tournais vers elle pour être rassuré, je recevais généralement de doux rappels sur la loyauté familiale et la réflexion à long terme. Elle ne rejetait pas mes sentiments d'emblée, mais elle ne remettait pas non plus en question le système qui continuait à les produire. Le silence est devenu sa façon de maintenir la paix. L'argent et le soutien financier n'ont jamais été discutés comme des outils de contrôle, pourtant leur influence était toujours présente. L'aide s'accompagnait d'attentes qui n'étaient jamais écrites mais toujours comprises. L'indépendance était louée en théorie, bien que découragée en pratique lorsqu'elle menaçait l'équilibre existant. Les choix qui s'alignaient sur les préférences familiales étaient accueillis avec approbation, tandis que ceux qui ne l'étaient pas étaient discrètement remis en question jusqu'à ce qu'ils semblent irréalisables. Au fil du temps, j'ai appris quels chemins menaient au confort et lesquels menaient à la distance. Je me suis adapté en devenant autosuffisante d'une manière qu'il était facile d'ignorer. J'ai appris à ne pas demander de validation non pas parce que je n'en avais pas besoin, mais parce qu'elle arrivait rarement sans condition. Je gérais les problèmes par moi-même, résolvais les désaccords en interne et mesurais mes succès en privé. Chaque fois que je restais silencieuse, le modèle se renforçait. Et chaque fois que je m'ajustais, l'attente devenait plus forte.
Cette dynamique n'a pas explosé du jour au lendemain. Elle s'est mise en place lentement, renforcée par de petites décisions et des compromis répétés qui semblaient anodins isolément. Je ne le voyais pas clairement tant que j'étais dedans car cela avait toujours été là, façonnant mes réponses avant que je ne réalise que j'avais des choix. Cet après-midi-là, chaque limite au sein de ma famille a été officiellement franchie. Ce qui était censé être un déjeuner familial normal a basculé au moment où la conversation a cessé d'être décontractée pour devenir ciblée. Ma sœur, Diana, a annoncé qu'elle avait déjà décidé de vendre l'une des propriétés familiales et que les documents étaient en cours de préparation. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, aucune pause pour demander un avis, juste une déclaration faite comme si le résultat avait déjà été convenu par tout le monde autour de la table. J'ai demandé quand cette décision avait été discutée, car je n'avais fait partie d'aucune conversation à ce sujet. Diana a répondu qu'il était inutile de consulter tout le monde quand une action était requise, surtout quand les retards causaient des complications. J'ai essayé de rester mesuré tout en expliquant pourquoi la vente soulevait des inquiétudes qui ne pouvaient être balayées d'un revers de main. La propriété avait une valeur à long terme, des obligations non résolues et des implications financières qui affectaient plus d'une personne. J'ai demandé d'où venaient les chiffres et qui les avait examinés, car la transparence importait lorsque les décisions entraînaient des conséquences au-delà de la simple commodité. Diana a rejeté ces questions presque immédiatement, disant que je réfléchissais trop à des détails qui ne faisaient que ralentir les progrès. Elle m'a accusé de créer des problèmes là où il n'y en avait pas, présentant mes objections comme un autre exemple d'interférence inutile. L'échange a dégénéré rapidement dès qu'elle est passée de la défense de sa décision à l'attaque de mes intentions. Diana a dit que j'avais l'habitude de compliquer des questions simples, que j'avais toujours besoin de plus d'explications, de plus de discussions, de plus de temps. Elle a affirmé que mon implication rendait tout plus difficile, surtout lorsque les décisions exigeaient de la confiance plutôt que de l'hésitation. J'ai répondu que la responsabilité n'était pas la même chose que l'obstruction, et que se précipiter sans clarté créait souvent des dommages qui ne pourraient pas être réparés plus tard. Mes mots venaient à peine d'être prononcés que mon père est intervenu. Il m'a coupé au milieu de ma phrase, d'un ton ferme et sans équivoque. Il a dit que ce n'était pas le moment de débattre et que Diana avait déjà géré la situation de manière appropriée. J'ai tenté d'expliquer que je ne remettais pas en cause l'autorité, seulement le processus. Mais il ne m'a pas laissé finir ma pensée. Il m'a dit que défier ma sœur devant tout le monde était inacceptable, que cela sapait l'unité, et que mon refus de rentrer dans le rang devenait un modèle qu'il n'était plus disposé à tolérer. J'ai demandé pourquoi l'inquiétude était traitée comme de la défiance, surtout quand la décision affectait des intérêts partagés. Mon père n'a pas répondu à cette question. Au lieu de cela, il a recadré la situation comme une question de respect, insistant sur le fait que la loyauté au sein de la famille exigeait de la retenue. Il a dit que les désaccords devaient rester privés, que l'opposition publique créait la division, et que mon comportement le forçait à aborder un problème qu'il avait ignoré pendant trop longtemps. La conversation a cessé de porter sur la propriété pour devenir une évaluation de mon rôle au sein de la famille. C'est alors qu'il a lancé l'ultimatum sans élever la voix, « Tu présentes tes excuses à ta sœur, ou tu seras retiré de la fiducie familiale. » Les mots étaient clairs, délibérés et ne laissaient aucune place à l'interprétation. J'ai attendu une clarification, une version plus douce, ou que quelqu'un suggère une alternative, mais rien n'est venu. Diana restait silencieuse, observant, son expression était stable et expectative. Ma mère n'est pas intervenue, choisissant plutôt de baisser les yeux, comme si le moment passerait plus vite si elle ne s'en mêlait pas. J'ai ressenti la pression familière de céder, de dire ce qui était exigé pour restaurer le calme. L'attente était claire car elle avait été renforcée de nombreuses fois auparavant. S'excuser, apaiser les choses, passer à autre chose. Cette fois, le coup de la conformité était énoncé ouvertement plutôt qu'implicite, et cette honnêteté a changé quelque chose. J'ai réalisé que le problème n'était plus une question de désaccord ou de ton, mais d'un contrôle affirmé sans discussion possible. J'ai dit calmement, d'accord. Les mots se sont installés sur la table avec plus de poids que n'importe quel argument que j'avais pu avancer. Mon père a hoché la tête, satisfait que l'affaire soit résolue. Diana s'est détendue, confiante que le résultat confirmait sa position. Le déjeuner s'est poursuivi dans un silence tendu, bien que la décision ait déjà été prise. Rien d'autre n'a été discuté car rien d'autre n'importait. Les lignes avaient été tracées clairement et, pour la première fois, je comprenais exactement où je me situais. Ce soir-là, la menace du déjeuner est devenue une action concrète. La maison semblait différente après notre retour, pas tendu de manière dramatique, mais figée, comme si une décision avait déjà été absorbée par les murs.
Personne n'est revenu sur ce qui avait été dit à table. Il n'y a pas eu de voix élevée, pas de tentative de négociation, et aucun signe d'hésitation. Mon père agissait avec une certitude tranquille, passant des appels téléphoniques derrière des portes closes et envoyant des messages qui n'étaient jamais destinés à être vus par moi. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il faisait car l'objectif avait déjà été énoncé assez clairement plus tôt ce jour-là. À la tombée de la nuit, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'une période de réflexion. Mon père avait pris des mesures juridiques concrètes pour me retirer de la fiducie, agissant comme si l'autorité seule était une justification suffisante. Il n'y a eu aucune conversation de suivi, aucune explication offerte et aucune opportunité de répondre. Il opérait sous l'hypothèse que son rôle lui donnait le droit d'agir d'abord et de clarifier plus tard, confiant que les conséquences pourraient toujours être gérées une fois la conformité rétablie. Ma mère n'est pas intervenue. Elle n'a pas contesté la rapidité de la décision ni demandé s'il était approprié d'aller de l'avant sans préavis. Elle est restée silencieuse, n'offrant ni accord ni résistance, ce qui, en pratique, a permis à tout de se dérouler comme prévu. Son silence pesait lourd car il confirmait que cela n'était pas traité comme un différend émotionnel, mais comme une mesure corrective. L'absence de doute de son côté a montré clairement que la légalité n'était pas une préoccupation que quiconque se sentait obligé d'aborder. Cette réalisation est arrivée lentement mais fermement. Ce n'était pas un conflit temporaire destiné à me faire rentrer dans le rang par la pression. C'était une punition conçue pour renforcer la hiérarchie, pour démontrer ce qui arrivait lorsque les attentes n'étaient pas satisfaites. Le passage de l'argument à l'exécution était délibéré, et il dépouillait la situation de toute ambiguïté restante. J'ai compris alors que la famille n'attendait pas une réconciliation. Ils allaient de l'avant comme si le résultat était déjà justifié. Je suis restée silencieuse tout au long de la soirée, non pas parce que j'étais incertaine, mais parce qu'il n'y avait plus rien à expliquer. Toute tentative de discussion aurait été interprétée comme de la défiance, et toute tentative d'appel aurait été présentée comme de la faiblesse. Je ne connaissais que trop bien le schéma pour y retomber. Ce n'était pas un moment qui appelait à la persuasion, mais un moment qui exigeait de la clarté sur mes propres limites. Plus tard cette nuit-là, j'ai emballé mes affaires avec soin, en me concentrant uniquement sur le nécessaire. Je ne me suis pas précipité et je n'ai pas hésité. Chaque objet que j'ai choisi reflétait une décision de m'éloigner sans spectacle ni confrontation. J'ai évité les espaces partagés, évité les conversations et évité l'impulsion de justifier mon choix. Partir discrètement semblait plus honnête que de s'engager dans une discussion qui avait déjà été réglée sans moi. Il n'y a pas eu de conversation finale avant que je ne sorte. Mon père n'a pas demandé où j'allais et ma mère ne m'a pas arrêté. Leur absence de réaction a confirmé ce que j'avais déjà compris, à leurs yeux, la situation était résolue et ma présence n'était plus requise. J'ai fermé la porte derrière moi sans en faire un point d'honneur, car je n'avais plus rien à prouver. Ce n'est qu'après mon départ que tout le poids de ce qui s'était passé est devenu clair. Le conflit avait franchi une ligne, dépassant le simple désaccord familial pour devenir une conséquence juridique. Ce qui avait commencé comme une pression à une table de déjeuner s'était transformé en une action irréversible entreprise sous l'hypothèse d'un contrôle incontesté. La composante émotionnelle avait été gommée, remplacée par des décisions formelles qui auraient des effets durables. Je n'ai pas ressenti de colère à ce moment-là. Ce que j'ai ressenti était de la reconnaissance. Le système auquel j'avais passé des années à m'adapter avait enfin montré ses limites, et ces limites n'incluaient pas de place pour moi à moins que je ne me conforme complètement. Le calme de cette réalisation était plus pesant que n'importe quel argument car il confirmait que la relation s'était transformée en quelque chose qui ne pouvait pas être réparé par la seule conversation. À la fin de la nuit, la situation n'était plus une affaire de rôles familiaux ou de désaccords personnels. C'était devenu une question d'autorité exercée sans retenue et de conséquences qui se déploierait bien au-delà de cette soirée. J'ai compris alors que quoi qu'il arrive ensuite, cela ne serait pas résolu en privé, car les choix faits avaient déjà poussé le tout dans un territoire différent. Le lendemain matin, un seul appel téléphonique a changé tout l'équilibre des forces. Je m'étais à peine installé dans le calme d'une nouvelle matinée quand mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli l'ignorer, supposant que c'était une autre tentative pour me ramener dans une conversation que je n'étais plus disposé à avoir. Au lieu de cela, j'ai répondu non par espoir, mais par habitude. La voix à l'autre bout s'est présentée comme l'avocat de mon grand-père, Martin Haye, et il a parlé avec un niveau d'urgence qu'il a immédiatement distingué de tous ceux qui m'avaient contacté récemment. Il a expliqué qu'il avait été alerté d'activités impliquant la fiducie familiale tard la veille au soir. Son ton était mesuré et professionnel, mais il n'a pas tenté d'adoucir ce qu'il s'apprêtait à dire.
il m'a dit qu'il avait passé les premières heures de la matinée à examiner l'intégralité des documents originaux de la fiducie, y compris des amendements qui n'avaient pas été discutés ouvertement au sein de la famille. Selon lui, ce qui avait été tenté n'était pas un malentendu, ni une décision discrétionnaire. C'était une violation directe de l'autorité accordée aux personnes gérant la fiducie. C'était la première fois que quelqu'un prenait le temps de m'expliquer la fiducie en termes clairs. Martin a souligné pourquoi mon grand-père l'avait créée, insistant sur le fait que son but n'était pas le contrôle ou le levier, mais la protection à long terme pour des bénéficiaires spécifiques. La structure était intentionnelle, conçue pour empêcher les décisions impulsives dictées par les conflits familiaux plutôt que par la responsabilité. Jusqu'à ce moment, je ne connaissais la fiducie que comme quelque chose dont on parlait vaguement, toujours présenté comme un privilège qui pouvait être retiré à tout moment. Il m'a ensuite exposé la clause qui a tout changé. Le document stipulait explicitement que je ne pouvais pas être retiré en tant que bénéficiaire, quelles que soient les circonstances, à moins que je ne soumette personnellement une demande écrite de retrait. Il n'y avait aucune exception, aucune échappatoire discrétionnaire et aucune autorité accordée pour passer outre cette condition. Le langage était précis, ne laissant aucune place à l'interprétation ou à la justification émotionnelle. L'entendre expliquer si simplement m'a donné l'impression d'entrer dans une pièce où la lumière venait enfin d'être allumée. Martin pesait ses mots lorsqu'il parlait des actions de mon père. Il ne l'a pas accusé émotionnellement, et il n'a pas spéculé sur ses intentions. Au lieu de cela, il a énoncé les faits, en tentant de me retirer sans mon consentement, mon père avait violé les termes de la fiducie et excédé son autorité légale en tant que gestionnaire. Cette violation était suffisamment grave pour entraîner des conséquences sérieuses, y compris la perte potentielle de son rôle de supervision de la fiducie. En l'écoutant, il est devenu clair que ce qui s'était passé n'était plus un désaccord familial présenté comme une mesure disciplinaire. C'était un abus de pouvoir juridique avec des preuves documentées. La fiducie n'était pas conçue pour récompenser l'obéissance ou punir la résistance, elle était conçue pour survivre aux conflits personnels, et mon grand-père avait anticipé exactement ce genre d'abus lorsqu'il avait mis ses protections en place. J'ai demandé à Martin ce que cela signifiait pour moi, m'attendant à des complications ou à des conditions. Sa réponse fut calme et directe, mon statut au sein de la fiducie restait inchangé. Aucun document déposé contre moi n'avait de valeur juridique. Plus important encore, la tentative de modifier ma position avait créé un dossier qui ne pouvait pas être simplement effacé ou expliqué plus tard. La ligne avait été franchie, et on ne pouvait plus revenir en arrière. Quand l'appel a pris fin, je ne me suis pas senti soulagé comme les gens l'imaginent souvent. Ce que j'ai ressenti était de la clarté. La famille n'avait pas seulement essayé de faire pression sur moi émotionnellement, ils avaient agi en supposant que le pouvoir justifiait l'illégalité. Cette supposition était fausse. Les conséquences n'étaient plus hypothétiques. Et pour la première fois, j'ai compris que le système construit par mon grand-père n'était pas fragile. Il était ferme, délibéré et désormais pleinement visible pour moi. Je suis resté assise avec cette réalisation en silence, sachant que rien ne redeviendrait comme avant. La vérité sur la fiducie avait changé plus que ma compréhension de l'argent ou des documents. Elle confirmait que la limite franchie était réelle, mesurable et qu'elle n'était plus quelque chose qui pouvait être balayé comme une simple affaire de famille privée. Une semaine plus tard, le ton au sein de ma famille avait complètement changé. Le premier message est venu de papa. Il était bref, prudent et notablement plus doux que tout ce qu'il avait dit auparavant. Il ne m'a accusé de rien, et il n'a pas répété les mots qu'il avait utilisés à la table du déjeuner. Au lieu de cela, il a demandé comment j'allais et a suggéré que nous nous parlions bientôt, présentant cela comme de l'inquiétude plutôt que de l'autorité. Le changement était subtil mais indéniable. Pour la première fois, il choisissait ses mots avec soin, comme si chaque phrase portait un poids qu'il ne pouvait plus contrôler. Maman a suivi peu après, bien que son approche ait été différente. Elle n'a pas posé de questions sur mes sentiments ni essayé de renouer émotionnellement. Son attention était pragmatique, presque anxieuse. Elle a mentionné les délais administratifs et l'incertitude quant à ce qui pourrait arriver ensuite. Il était clair qu'elle ne réfléchissait plus en termes de discipline familiale, mais en termes d'exposition et de risque. La confiance qu'elle avait autrefois dans la décision de papa semblait remplacée par un malaise, et elle posait des questions sans attendre de réponses claires. Diana m'a contacté plus tard ce jour-là. Quand elle a parlé, la certitude qu'elle avait affichée au déjeuner avait disparu. Elle ne défendait plus sa décision, et elle n'insistait plus sur le fait qu'elle avait raison. Au lieu de cela, elle a tourné autour du pot, reconnaissant que les choses avaient dégénéré plus vite que prévu.
Elle a admis que la vente de la propriété avait créé des complications qu'elle n'avait pas anticipées, et que la situation semblait maintenant instable d'une manière qu'elle ne pouvait pas réparer seule. Entendre de l'hésitation dans sa voix était nouveau, et cela en révélait plus que n'importe quelle excuse. Au cours des jours suivants, la famille a tenté de réinitialiser le récit sans aborder ce qui s'était réellement passé. Des suggestions ont été faites concernant des rencontres privées, pour garder les choses informelles et éviter toute implication extérieure. Le langage a glissé vers le compromis, même si personne n'a ouvertement reconnu la violation qui avait causé la panique. Il parlait comme si le temps lui-même pouvait annuler les conséquences, à condition que tout le monde accepte de baisser d'un ton et de cesser d'aller de l'avant. J'ai écouté tout cela sans répondre directement. Je n'ai pas accepté de rencontre, et je n'ai pas non plus rejeté leurs offres catégoriquement. Le silence est devenu ma seule réponse non pas comme une stratégie, mais comme une limite. Je n'étais plus disposé à négocier. Chaque message resté sans réponse semblait augmenter leur urgence. Les relances arrivaient plus vite, formulées plus gentiment, enrobées de l'assurance que plus personne ne voulait de conflit. Ce qu'ils ne semblaient pas comprendre, c'est que l'absence de ma réponse n'était ni de la confusion ni de l'hésitation. C'était de la clarté. Pendant des années, on s'attendait à ce que je réagisse rapidement, que je m'explique, que j'apaise les choses avant que l'inconfort ne se propage trop loin. Cette fois, j'ai choisi l'immobilité à la place. Cette immobilité a déplacé entièrement la pression, les forçant à assumer les conséquences de leurs propres décisions. Au fil de la semaine, le déséquilibre est devenu flagrant. Plus ils essayaient de reprendre le contrôle par la conversation, plus ils se sentaient exposés. Sans confrontation, sans éclat de voix, la dynamique s'est inversée. Ils m'attendaient, ajustant leur ton, mesurant leurs paroles et reconsidérant des choix qu'ils avaient crus définitifs. À la fin de la semaine, rien n'avait été résolu. Aucun accord n'avait été conclu. Aucune entente n'avait été rétablie. Pourtant, le changement était indéniable. L'autorité qu'ils présumaient avoir avait disparu, remplacée par une incertitude qu'ils ne pouvaient pas gérer. Mon silence n'a pas réparé la famille, mais il a révélé la peur sous la confiance sur laquelle ils s'étaient appuyés pendant si longtemps. Quelques semaines plus tard, le différend n'était plus limité à la famille. Ce qui avait été présenté comme un désaccord privé existait désormais dans des dépôts écrits, des avis officiels et un langage juridique qui supprimait toute ambiguïté restante sur ce qui se passait. J'ai appris que la clause de protection intégrée dans la fiducie avait été formellement activée non par l'émotion ou la persuasion, mais par la procédure. Le mécanisme existait précisément pour les situations où l'autorité était exercée au-delà de ses limites, et ce mécanisme n'exigeait pas mon consentement pour avancer. Papa a été formellement déchu de son rôle de fiduciaire après qu'une révision interne a confirmé qu'il avait agi en dehors du champ de son autorité. La décision n'a pas été présentée comme une punition mais comme une mise en application. Le langage était froid et précis, décrivant des violations du devoir fiduciaire et des actions non autorisées qui contredisaient directement le document de gouvernance. Pour la première fois, les dynamiques de pouvoir qui avaient façonné ma famille pendant des années n'étaient plus pertinentes. Ce qui importait était ce qui avait été signé, enregistré et ce qui était juridiquement contraignant. J'ai été nommé fiduciaire remplaçante selon les termes originaux. La nomination n'était pas symbolique, elle n'était pas non plus optionnelle. Le document stipulait clairement que si le fiduciaire en exercice enfreignait des conditions spécifiques, le contrôle passait automatiquement au remplaçant désigné. Lire cette section m'a semblé irréel car cela recadrait entièrement mon rôle. Je n'étais plus la personne censée s'adapter ou absorber les décisions prises par les autres. J'étais désormais responsable de m'assurer que la fiducie était administrée exactement comme prévu. Mes parents ont réagi rapidement en intentant une action en justice pour contester le changement. Leur plainte soutenait que j'avais manipulé le système juridique pour prendre le contrôle et que mes actions constituaient un abus des protections juridiques. Le dépôt ne niait pas que papa avait pris des mesures pour me retirer, mais il tentait de recadrer ses actions comme des réponses justifiées au conflit plutôt que comme des violations de son devoir. La plainte reposait lourdement sur l'intention et l'interprétation, suggérant que l'autorité au sein de la famille devrait l'emporter sur l'adhésion stricte à la structure juridique. De mon point de vue, l'argument passait totalement à côté de la question. La fiducie n'était pas un accord familial fondé sur des préférences ou une hiérarchie. C'était un instrument juridique créé pour empêcher exactement ce type de contrôle unilatéral. Les protections n'étaient pas activées par mes émotions ou mes réactions, mais par des actions documentées qui franchissaient des limites définies. Je n'ai pas initié le processus par représailles, j'en suis devenu partie intégrante parce que la structure exigeait continuité et responsabilité.
L'affaire a fait l'objet d'une procédure judiciaire formelle peu après. Des audiences ont été programmées, des dossiers ont été échangés et des calendriers ont été établis. Tout avançait à un rythme qui semblait à la fois lent et implacable. Chaque étape renforçait le fait qu'il ne s'agissait plus de réconciliation ou d'excuses. Il s'agissait de l'interprétation de la loi, du respect des normes fiduciaires et de la responsabilité découlant d'accords contraignants. Tout au long du processus, j'ai maintenu une distance délibérée. Je n'ai pas cherché à les joindre, à m'expliquer ou à tenter de justifier ma position émotionnellement. Mon rôle exigeait de la clarté plutôt que de la persuasion. Le silence n'était pas de l'évitement, c'était un alignement sur la réalité que le litige s'était déplacé dans un domaine où les sentiments n'avaient aucune autorité. Après l'audience au tribunal, personne dans ma famille n'a pu conserver la position qu'il croyait autrefois permanente. Le verdict n'est pas arrivé avec fracas ou éclat de voix, pourtant son impact était indéniable. Le tribunal a confirmé la décision de retirer à papa son rôle de fiduciaire, confirmant que ses actions avaient violé les termes qu'il était obligé de suivre. Il n'y avait aucune ambiguïté dans le jugement, aucune place pour une interprétation façonnée par la hiérarchie familiale ou l'intention. Le document parlait clairement et la loi a répondu en conséquence. Papa ne m'a pas parlé après l'annonce du jugement. Il n'y a pas eu d'excuse, pas de tentative d'expliquer ses choix, seulement un retrait visible qui pesait plus lourd que n'importe quelle confrontation. L'autorité sur laquelle il s'était appuyé pendant des années avait disparu, remplacée par une réalité juridique qu'il ne pouvait plus influencer. Maman est également restée silencieuse, sa confiance de départ remplacée par une distance prudente qui suggérait qu'elle comprenait à quel point le résultat était définitif. L'unité qu'il croyait autrefois contrôler n'existait plus sous aucune forme significative. Diana a perdu plus qu'elle ne l'avait prévu. Sans la protection qu'elle avait toujours supposée rester intacte, son influence s'est rapidement estompée. Des décisions qu'elle prenait autrefois sans discussion étaient désormais soumises à examen, et les privilèges qu'elle considérait comme acquis ont discrètement disparu. Personne n'a annoncé ce changement à voix haute, mais il était évident dans la façon dont les conversations ne l'incluaient plus et dans la perte de certitude dans sa voix. Le filet de sécurité qui l'avait entouré pendant si longtemps n'était plus là pour adoucir les conséquences. La famille elle-même s'est fracturée d'une manière qui ne pouvait être réparée. Une fois érodée, la confiance n'est pas revenue après le verdict. Il n'y a pas eu de réunion pour restaurer la normalité, pas d'effort partagé pour reconstruire ce qui avait été brisé. Chaque personne s'est retirée dans sa propre version de l'histoire, incapable de la réconcilier avec la vérité documentée présentée au tribunal. Ce qui restait n'était pas de la colère, mais une distance qui semblait délibérée et permanente. J'ai conservé le contrôle de la fiducie, exactement comme la structure juridique l'exigeait. Pourtant, détenir cette autorité n'a pas ressemblé à une victoire. C'était une responsabilité acceptée avec clarté plutôt qu'avec célébration. J'ai choisi de rompre le contact avec ma famille non par représailles, mais comme une limite nécessaire. Poursuivre des relations fondées sur le déni aurait compromis tout ce que le processus avait clarifié. Partir était le seul moyen de s'assurer que le cycle ne se répète pas sous une autre excuse. Le compromis à long terme ne crée pas la paix quand l'équité est systématiquement niée. Il apprend seulement à ceux qui ont le pouvoir que le déséquilibre n'entraîne aucune conséquence. La loi existe pour protéger les individus qui manquent d'autorité au sein de leur propre famille, surtout quand la loyauté est utilisée comme un levier. Les limites ne comptent que lorsqu'elles sont appliquées par une action délibérée plutôt que par une endurance silencieuse. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette histoire. J'apprécie le temps que vous avez pris pour écouter une situation qui était inconfortable, compliquée et profondément personnelle. Des histoires comme celle-ci ne sont pas partagées pour chercher une validation, mais pour offrir une perspective. Si vous avez des réflexions ou un point de vue différent, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Votre voix compte.